être méchant avec toi, je te demande de venir au premier rang, comme ça, avec la caméra de l'instant, on voit qu'il y a des gens sérieux qui sont au premier rang. C'est désolé. L'utilisation. Il y a deux micros, mais là, il y a Cindy qui en a pris un. Et à chaque fois que vous avez terminé de parler, vous pouvez. Le tir du slide. C'est bon. La question, Mathieu, tu sais pourquoi on est là. Exactement. Parfait. Elle est là. Et en fait, on a une caméra à 180, donc tout le monde est visible. Voilà. Il y aura des petits zooms, tout ça, quand je vais parler. Ah ouais, c'est turfu. Là, si tu as besoin, il n'y a pas de souci. Donc, on est bon, il est l'heure. Vincent, tu as lancé, c'est nickel. Donc, merci à tous, pour ceux qui sont venus jusqu'à nous ici à Castanet-Tolosan, au sein de Ressia. Bienvenue également à tous les inscrits de Nextstorm. Ce que je vous propose, c'est d'écouter Cindy pendant quelques minutes, qui a quelque chose à nous dire, et ça permet d'attendre un petit peu les derniers retardataires pour leur donner quelques minutes avant de se lancer. Donc, Cindy, c'est à toi. Merci, du coup, c'est bon maintenant. Déjà, j'ai une petite fiche, je vais tricher. Désolée, je ne suis pas trop à l'aise, c'est pas mon exercice préféré de parler au micro. Donc, je suis Cindy, je travaille au sein de Ressia, je suis chargée de communication et je suis ravie de vous accueillir ce soir, ici, au campus, chez nous. Sans oublier les personnes présentes au live, je sais qu'elles sont nombreuses et nombreuses, donc bienvenue à tous et merci d'être là. Lors de cette table ronde, on va aborder plusieurs thématiques hyper intéressantes pour vous et qui sauront répondre, je l'espère, à vos problématiques en tant qu'entrepreneur. Sans trop en dire et sans trop spoiler, pour ce qui est de Ressia, on va parler de la thématique sur le bien-être des collaborateurs, de l'expérience des collaborateurs. Et pour ceux qui connaissent Euressia, peut-être que vous connaissez Euressia à travers notre métier, donc le logiciel RH. Mais c'est pas tout. Comme le dit notre beau slogan, Euressia, c'est bien plus qu'un SIRH. Et effectivement, on a à cœur de porter nos valeurs, qui sont l'expérience collaborateur au cœur en fait, de l'activité. Et ça, c'est nos croyances. Et pour ça, on veut animer, faire naître tout un écosystème. Qui dit écosystème, c'est nos clients, nos partenaires, nos collaborateurs, mais aussi vous, en fait, toutes les personnes externes à Euressia. Et on a envie de vous faire vivre des moments et des temps forts comme ce soir, la table ronde. Et je profite juste de ce temps de parole en fait, pour lancer une invitation. C'est tout nouveau pour nous.
externe, de faire profiter de ce campus. On est hyper fiers de ces beaux locaux. Donc, si vous aussi, vous avez envie de faire des événements, si vous avez envie de créer des temps forts, que ce soit des petits déj d'entreprise ou des cocktails, soyez les bienvenus chez nous. Il n'y a aucun problème, on pourra en parler tout à l'heure lors du cocktail. En tout cas, on vous ouvre nos portes. Donc, on se retrouve tout à l'heure autour d'un verre pour en discuter. Et puis, bonne table ronde à tous et bonne soirée. Merci. Merci Cindy. Merci pour cette introduction. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette première édition de cette table ronde dédiée aux entreprises, aux entrepreneurs. Le slogan, vous connaissez, si vous êtes inscrit, c'est Dirigeants d'Occitanie, simplifiez-vous la vie, limitez les risques et gagnez du temps pour votre business. Ce sont les sujets que nous allons traiter ce soir. Donc, au préalable, mais Cindy l'a déjà fait, je remercie Eurecia de nous accueillir dans ce très beau cadre qui donne la chance aussi à ceux qui sont venus ici de profiter d'un cocktail, d'un apéritif après la table ronde. Donc, je sais également que vous êtes très nombreux à être inscrits sur le Livestorm et j'en profite de suite pour lancer un appel, non pas pour ce soir, mais déjà pour la deuxième édition l'année prochaine. Et je me tourne vers les confrères de Languedoc-Roussillon pour venir se manifester pour organiser la deuxième édition qui aura lieu l'année prochaine à peu près aux mêmes dates. Et donc, avant de vous présenter les intervenants de ce soir, j'aimerais quand même donner un mot pour expliquer un peu la genèse, pourquoi on se rencontre ce soir. Et en fait, il se trouve que dans mon parcours professionnel et dans mon quotidien, j'ai l'occasion de vous rencontrer, tous les quatre, plusieurs fois. Et donc, en échangeant avec vous, j'ai remarqué quelque chose, ça a été, déjà ce que je peux vous dire, c'est que ça a été très facile de vous réunir ce soir, parce qu'il y avait une vraie volonté de partage d'expérience. Alors, pas seulement partager, présenter votre solution, mais également d'expliquer le comment, de mettre un peu finalement d'humain, de vivant dans ces expériences. Et donc, moi, j'en ai profité, parce que c'est des sujets qui me tiennent à cœur, de grandes thématiques, simplifier la vie des entrepreneurs, et on sait qu'elle n'est pas toujours très simple, et je sais de quoi il en retourne. Et puis, il y a un deuxième sujet, c'est les risques. Bien que ce soit inhérent finalement à la création d'entreprise, il existe des dispositifs pour limiter les risques, et on va pouvoir en discuter. Et je trouve finalement que la résultante de ces deux thèmes, c'est quoi? C'est le gain de temps. Parce que finalement, si on limite les risques, on les évite, encore mieux. Et si on a des solutions pour gagner du temps, ça facilite le business. Donc c'est quand même le nerf de la guerre, enfin, à mon avis. Donc, comme le temps, c'est de l'argent, en tout cas c'est une denrée très rare, sans plus attendre, on va présenter les intervenants. Donc Anne-Laure, qui est directrice de Nouveau, incubateur à mission, tu y es depuis 10 ans maintenant, si je ne fais pas de bêtises, c'est très bien. Et tu vas nous parler de comment dérisquer un projet et finalement de comment on passe d'un projet à une entreprise. Donc je pense que pour tous ceux qui veulent se lancer, c'est hyper intéressant. Ensuite, on discutera avec Dorian Jory, qui est fondateur d'Olino, qui est une Astrotech, qui vient de s'installer à Toulouse et qui assure les risques professionnels. Et tu vas nous parler de comment on gère justement comment on a une gestion des risques. Voilà. C'est un projet qui est né Made in Taiwan, qui a été créé Made in Taiwan. C'est assez original, donc j'espère que tu reviendras dessus également. On passe du Made in Taiwan, entre guillemets, au Made in France, avec Axonote et Nicolas, qui est fondateur et CTO d'Axonote, le CRM 100% français. Un petit chiffre, 40 000 utilisateurs, c'est bien, ça va. C'est un vrai succès, donc on y reviendra là-dessus. En tout cas, c'est un vrai indice de succès. Et on finira avec Mathieu Desardeaux, qui a 15 ans de direction commerciale et marketing, qui est passé par la case entrepreneur, qui est à présent intrapreneur. C'est nickel. Et donc, il nous présentera Eurecia, qui est un logiciel qui simplifie
la gestion RH. Donc à partir de 3, 4 salariés, ou même à partir de 1, je ne sais pas, tu nous diras. Quelques salariés, d'accord, ça marche. Et donc, eh bien, Anne-Laure, tu as la lourde tâche de lancer les hostilités et de nous présenter bien nouveau et comment limiter les risques et éviter les écueils, et puis de lancer son entreprise. Ça te va? Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation et bonsoir à tous. Donc, je suis. C'est normal, non. C'est du direct, la présentation des slides. Ah, il n'y a pas de slide. Ah, pardon. C'est pas grave, c'est bien un slide et l'autre slide va arriver. Je vais les mettre sur mon ordinateur. D'accord, il va arriver. Mais on va faire ça de toute façon, c'est te présenter et je pense que ça tu peux le faire. Tu pourras au coup d'œil sur la. Oui, allez, je vais te le faire. Voilà. Merci. Parce que je n'ai pas forcément une excellente mémoire des chiffres. Mais il faut avoir une excellente vue là, par contre. Là. Oui, mais ça va. Ça va. Alors, mon montage, je suis Anne Champelier, je suis directrice de l'incubateur du groupe pour respecter la trame que nous avait donnée Stéphane et pour respecter les autres intervenants. Donc, j'ai 53 ans aujourd'hui, puisque nous avons prévu de donner nos âges, une dizaine d'années d'expérience au sein de l'incubateur, et puis précédemment, une vingtaine d'années d'expérience en collectivité territoriale. Donc, autant vous dire que je suis un peu une anomalie dans ce monde des startups. L'expérience des études et l'expérience professionnelle initiale ne me destinait pas. Et puis, vous pouvez imaginer que après 20 ans de fonction publique territoriale, je suis a priori quelqu'un qui a une certaine aversion au risque, sinon je n'aurais fait initialement d'autres choix professionnels. D'accord. Et du coup, ça nous amène au sujet, qui était quelles sont nos missions et comment. Quelles sont nos missions et comment on limite les risques. Alors, c'est justement l'essence même d'un incubateur, que ce soit l'incubateur du Go ou tout incubateur de start-up. Alors, qui on est et quelle expérience on a pour prétendre aider les entreprises dans ces phases très complexes et limiter leur prise de risque. Donc, juste quelques chiffres. On a aujourd'hui un peu plus de 20 ans d'activité. On a réellement démarré début 2001. Donc, on est une vieille structure, donc forcément relativement récente des startups. À l'époque, d'ailleurs, en France, on n'appelait même pas de startup les projets qu'on appelait ça jeune entreprise non. Moi, je n'ai pas non plus. Sur ces un peu plus de 20 ans, donc, on a sélectionné et accompagné 327 projets, donc ça veut dire plus de 1000 porteurs de projets rencontrés, en fait, pour faire cette première étape de sélection. 277 sociétés créées. Des taux de pérennité, vous le voyez là, je ne vais pas vous donner tous les chiffres en détail, mais qui sont très importants, et c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est pas une chose de démarrer, c'est une chose de franchir les premières étapes pour devenir une entreprise qui va commencer un vrai développement. Et c'est la fonction clé de niveau de vous aider à franchir ces premières étapes. Un nombre d'emplois créés qui est significativement sous-évalué parce qu'en fait c'est difficile de faire un lancement à jour et complet, mais il y a plus de 3000 emplois créés facilement. Et 927 millions d'euros de fonds levés. Alors il faut savoir qu'on a quelques entreprises qui ont fait des très grosses levées avec des partenaires industriels qui sont restées confidentielles. Donc en réalité, les entreprises du portefeuille historiquement ont passé le milliard d'euros levés. Du coup, par rapport à notre sujet qui est la prise de risque, on remonte à l'aventure entrepreneuriale. On a un peu d'expérience du fait de ces quelques chiffres. Alors, pas d'expérience pour diriger les boîtes à votre place, c'est pas notre métier. Par contre, une vraie expérience, non pas pour trouver la recette magique du business model, ça c'est vous qui allez le trouver. C'est un cocktail compliqué et toujours individuel dans lequel les fondateurs sont les seuls pour l'éduquer. Par contre, les erreurs à pas commettre sont les quotidiens. Et on en a vu un paquet. Alors pourquoi j'ai pris le slogan d'un espace de sécurité pour prendre des risques? C'était la baseline de l'incubateur du temps de cet incubateur digitalisé, c'était la toute première baseline. Je pense que ça résume assez justement notre métier. L'erreur, c'est une erreur à l'entrepreneuriat. Un business model, les entrepreneurs ici en parlent mieux que moi. Ça se trouve en se trompant. Il n'y a pas de recette magique a priori qui va tout droit et qui marche à tous les coups, ça n'existe pas.
on fait des essais, on se plante, on réajuste, on finit par trouver. Mais c'est un résultat d'expérience, il n'y a pas de recette théorique qu'on y arrive. Et se planter face à un client ou se planter face à un investisseur, l'erreur est humaine, mais par contre, il y a des interlocuteurs clés avec qui c'est pas possible ou alors ça va les aider. Donc c'est toute la vocation du groupe que vous accompagnez dans ces études-là, où votre projet, votre propre transformation d'entrepreneur va progresser, et c'est tout naturel, par essai-erreur. Il y a des erreurs avec nous, c'est pas de problème. On est là pour vous aider à les éviter ou à mieux les cacher quand elles se produisent, parce que c'est aussi comme ça qu'on va faire ensemble. Mais c'est sans dommage, parce que c'est bien notre métier que de vous aider à les franchir, et il n'y a aucune conséquence vis-à-vis de nous. Mais forcément, dans une démarche qui est bienveillante, parce que la seule réussite de notre structure, c'est la réussite en entreprise. Oui, et les chiffres sont probants. Et je connais quelqu'un qui a intégré le Nugo dernièrement, qui s'appelle le PAG, qui est une société qui est dirigée par Sébastien Séblin, qui est en fait un entrepreneur aguerri. Il a déjà monté plusieurs sociétés, même des grosses sociétés, qui ont des vraies réussites. Et pourtant, il est venu au sein de l'intégrateur. Comment tu expliques ça finalement, que même les entrepreneurs aguerris viennent dans l'accélérateur? Alors, ça reste quand même un volume qui est minoritaire d'entrepreneurs, parce que notre vocation première, c'est quand même de prioriser l'accompagnement des primo-entrepreneurs, ceux qui vont avoir le plus grand nombre d'obstacles dus à une relative inexpérience. Donc, c'est quand même notre cible prioritaire, majoritaire encore aujourd'hui, que d'aider des débutants en entrepreneuriat. Et on a effectivement, au cours de plusieurs ans d'activité, deux catégories qu'on n'avait pas à l'origine d'entrepreneurs que vous allez voir. À la fois des multirécidivistes. Des multirécidivistes, j'adore. C'était notre président, tout simplement, qu'on a accompagné au tout début, en 2002-2003, sur sa première boîte, c'est une entreprise de technologie. Il a, au bout d'une dizaine d'années, quitté ses associés, reconduit ses parts dans sa première société, parce que voilà, c'est quelqu'un dont le moteur est la création, les phases complexes de cette création, cette post-création, et quand l'entreprise se transforme en une période plus établie, c'est plus son moteur. Donc, voilà, il faut qu'il passe par l'un à l'autre. Son moteur à lui, c'est vraiment ces étapes compliquées de comment on transforme le projet en une entreprise établie qui va commencer à tourner comme une entreprise normale qui prend l'exception. Et là, on a trois entrepreneurs. Est-ce que vous avez été accompagné à un moment donné comme par un accélérateur comme Nugo? Est-ce que vous voulez réagir à ce que vient de présenter Anna? Moi, j'ai été accompagné par un incubateur, pas l'accélérateur. Après, je crois que la frontière avec la City, c'était un incubateur à Paris, l'incubateur HEC. D'accord. Et c'était d'une grande aide pour les primo-entrepreneurs, même si maintenant, je pense encore un peu plus d'être conseillé par ce qu'on voit, parce que c'est différent entre monter une boîte en 2010, 2000, etc., où il y avait très peu de ressources, et aujourd'hui, il y a pléthore de ressources. Pour autant, je pense que le métier de l'incubateur, de l'accélérateur, nous aide justement à choisir et à voir les bonnes ressources au bon moment. Donc, les facilitateurs, je pense, en système. Puis l'échange entre pairs, sans doute aussi. Forcément. Voilà. L'échange entre pairs. Oui, c'est sûr. Ben, de toute façon, on est passé par Nugo, même si le projet était très différent à l'époque. Il y avait l'échange entre pairs et il y avait l'implication des personnes qu'on a vraiment apprécié. D'accord. Et pour ne pas faire exception à la règle, Olino est passé aussi par un incubateur privé. Et étant donné que nous, en plus, on était véritablement des primo-entrepreneurs, on était novices dans cet exercice-là, c'était extrêmement important et bénéfique pour nous. Et puis, pour ajouter en complément de ce qu'a dit Mathieu, ça permet également d'avoir une prise de recul sur son projet. C'est extrêmement important quand on est au début, quand on a une idée, d'avoir des personnes qui sont là pour prendre du recul sur l'idée, pour prendre du recul sur le projet, pour pouvoir exercer certains pivots ou voir certains axes stratégiques qu'on n'a pas forcément vus au premier abord. Eh bien, alors, un mot de conclusion ou sur ce qui a été dit? Je complèterai après quand les deux intervenants prendront la parole.
simplement, vous avez là, mais je ne vous détaille pas plus, un bref résumé sur une seule slide des étapes possibles chez Nibo. La première étape étant la préincubation, c'est pour nous un moyen de rencontrer un grand nombre de porteurs de projets, d'avoir des premières étapes d'échange. C'est pas parce que le projet n'est pas sélectionné après une phase de préincubation, c'est un détail important à dire, que pour autant ça veut dire un jugement de valeur sur l'intérêt de votre projet. Puisque ensuite, nous signons le projet en incubation ou en accélération, ce sont des interventions les plus matures, et comme les investisseurs, on a aussi notre propre modèle économique à tenir. On est une association qui bénéficie d'un certain nombre de subventions, mais qui a aussi un modèle économique privé, c'est un financement mixte. Donc on est nous-mêmes une entreprise un peu particulière, certes, mais avec un modèle économique et du coup avec une stratégie d'investissement. Donc on a des critères de sélection un peu spécifiques auxquels tout le monde ne correspond pas. On ne prend que des projets B2B, par exemple. Donc si vous avez un modèle pur B2C ou un modèle mixte, ce ne sera pas forcément nouveau sur un accompagnement ultérieur, mais ça ne veut pas dire que le projet n'a pas d'intérêt. Et par ailleurs, on cherche également de l'innovation assez forte, voire très forte, puisqu'on fait quand même très majoritairement jusqu'à 70% de deep tech. Donc là aussi, si vous avez un projet peu ou pas technologique, ça ne préjuge en rien de son intérêt. On fera un petit bout de chemin ensemble en préoccupation éventuellement, peut-être pas après, parce qu'on aura des projets plus innovants et puis en B2B, et qu'on va privilégier cela puisque c'est notre modèle. Mais voilà, il y a d'autres structures sur la place qui peuvent ensuite utilement prendre le relais pour accompagner votre projet. Donc, voilà, ça fait aussi un premier pas dans l'écosystème. Super. Et bien, pour respecter le timing, on va passer à l'autre étape, je dirais, des risques de l'entreprise. C'est comment gérer et limiter également les risques pour l'entrepreneur. Et donc, je donne la parole à Dorian, fondateur de Olino. Merci Stéphane. Donc, moi, c'est Dorian Jory, je suis cofondateur et directeur des opérations chez Olino. Pour ma part, j'ai 23 ans. Donc, l'entrepreneuriat constitue toute ma carrière professionnelle, puisque j'ai commencé l'entrepreneuriat à 20 ans. Pourquoi l'entrepreneuriat? C'est né dès mes études supérieures, où j'étais sur des missions de conseil auprès d'entrepreneurs, des missions diverses et variées sur le marketing, la communication, etc. Et puis ça a été propulsé également par un départ donc à Taïwan, comme l'a mentionné Stéphane, au cours duquel on a vu que des milieux, des secteurs extrêmement qui peuvent être perçus comme étant complexes, comme la finance ou encore l'assurance, étaient hautement digitalisés là-bas. Et donc on a apporté cette idée-là, apporté cette mentalité en France, avec la volonté de pouvoir faciliter cette souscription qui est souvent perçue comme étant fastidieuse par les professionnels de l'assurance professionnelle. Et puis également tout l'aspect gestion des risques qui en découle par la suite. Pourquoi est-ce qu'il y a ce sujet de gestion des risques? C'est quelque chose qui est extrêmement important quand on est entrepreneur, puisque de toute façon, les risques sont inhérents à l'entrepreneuriat. Lorsqu'on devient chef d'entreprise, lorsqu'on crée sa société, forcément, on a énormément de responsabilités et donc il va son lot de risques. Comme le disait Anne-Laure, l'entrepreneuriat, c'est de l'apprentissage. Donc l'apprentissage, ça passe forcément par ce qu'on appelle des erreurs, mais aussi des expériences, mais celles-ci ne doivent pas être fatales à votre entreprise. Quand on est entrepreneur, on va être honneur de nombreux sujets, qui sont tous aussi divers et variés, et qui ne correspondent pas à notre cœur de métier et à nos compétences clés. On va être honneur de sujets comme les sujets sociaux, on va être honneur de sujets informatiques, de sujets commerciaux, de sujets légaux, de sujets administratifs, sur lesquels on va avoir besoin d'accompagnement pour limiter ces risques-là. Donc quand on entend d'accompagnement, on va entendre parler de se rassurer, mais également de s'assurer. Se rassurer avec des structures qui vont nous permettre d'être accompagnés sur des sujets qui ne sont pas notre cœur de métier, comme par exemple nous le faire la création d'entreprise. Il va falloir également être accompagné, également s'équiper d'outils qui vont nous permettre de gagner du temps sur toutes les tâches qui sont extérieures à notre cœur de métier cible. Donc, notamment l'exemple d'Axonote, on est un parfait exemple. Pour pouvoir consacrer un maximum de temps à la valeur ajoutée que vous allez donner à vos clients. C'est là le plus important à vous dans votre expérience entrepreneuriale. Et puis également s'assurer dans le sens légal du terme, puisqu'il ne faut pas que vos erreurs vous coûtent votre aventure entrepreneuriale, qu'elles ne soient pas fatales à
votre activité entrepreneuriale. Et donc, lorsque vous allez lancer votre activité, vous allez passer par différentes étapes qui vont être clés et qui vont apporter avec elles leurs différents lots de nouveaux risques. Typiquement, dès lors que vous allez lancer votre activité, c'est hyper important d'assurer cette activité en tant que telle. Comme disait Anne-Laure, si jamais vous faites une faute auprès d'un client, si jamais vous vous trompez auprès d'un client et que cela génère des litiges, que cela génère des dommages et intérêts, il faut absolument qu'il y ait un organisme derrière qui puisse supporter ces coûts pour ne pas avoir à puiser dans notre trésorerie qui est extrêmement important pour la activité. Derrière, vous allez sûrement avoir des premiers financements. Ces organismes financiers vont tout simplement vous demander de vous assurer vous en tant que personne, puisque vous êtes l'élément clé de la structure. Vous allez peut-être avoir également un premier stagiaire ou bien un premier salarié. Et là, de nouveaux risques qui vont venir s'accompagner par rapport à votre responsabilité vis-à-vis de ces personnes-là et par rapport également aux assurances de ces personnes-là en tant que personnes. Là, on va parler de prévoyance ou encore de mutuelles qui sont pour la plupart obligatoires dans les conventions collectives nationales en France. Derrière, vous allez avoir peut-être vos premiers bureaux qui vont avoir leur lot de responsabilité également. Peut-être qu'à terme, vous allez avoir également des investisseurs ou des actionnaires qui, eux aussi, vont amener leur lot de risques et donc d'obligations en tant que dirigeant. Et donc, vous allez devoir vous assurer également en tant que dirigeant par rapport à votre rôle de gestionnaire. Et Dorian, est-ce que tu as un exemple à nous donner qui illustre ça? Parce qu'effectivement, un manque d'assurance, ça peut taper à un moment donné dans la trésor. Donc, ça peut même être fatal finalement à certaines entreprises. Mais je crois savoir que tu as une petite anecdote sur Olino qui a été touché directement. Quoi de mieux comme exemple que son propre exemple, puisque voilà, par exemple au démarrage de Olino, il faut savoir que Olino ne s'appelait pas Olino au début, mais ça s'appelait Risky. Déjà, on avait bien le risque aussi au départ. Et donc, on avait un logo avec des lettres de Risky. Et puis à la fin, on avait une petite bulle avec un petit check comme ça, comme un V. Et donc, on a déposé cette marque au Family pour limiter les risques, justement, et pour être propriétaire de cette marque-là. Et puis, il faut savoir que du coup, WhatsApp nous a attaqué sur ce logo-là, puisque ça ressemblait supposément à la bulle de WhatsApp avec le téléphone. Et donc là, par exemple, c'est un exemple où, grâce à l'assurance Merceco qu'on avait avec l'option protection juridique, on a pu être accompagné par des experts sur ce sujet-là pour nous dire quelles sont les étapes qui étaient importantes de faire. Et ça nous a permis d'économiser pas mal d'argent. Parce que derrière, lorsqu'on parle de ce genre de sujet, on va devoir avoir des frais d'avocat, on va peut-être devoir redéposer une marque, refaire un logo, etc. Et donc tout ça, c'était extrêmement important pour nous au départ, de pouvoir garder cet argent-là pour investir sur d'autres choses que sur des avocats ou sur des codes marques multiples. Vous avez fait un super coup de com', du coup. On a évité le coup de com' et on a plutôt joué sécure. On a fait plusieurs lettres pour savoir sur les dépôts. Il y a pas mal d'organismes qui abusent un petit peu de ces attaques sur ce que vous déposez. D'ailleurs, on a gardé notre signe jusqu'à ce qu'on change de nom parce que c'était un peu trop connoté négatif, justement. Est-ce que l'un d'entre vous veut rebondir? Peut-être à l'heure, il y a des sociétés, des jeunes sociétés qui ont besoin d'assurance aussi parfois pour limiter le risque. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, évidemment, ça fait partie des prestations, enfin des éléments clés, évidemment, sur lesquels on oriente les entreprises très rapidement. Le paquet légal, social, donc toutes ces dimensions fait partie des sujets sur lesquels on sensibilise et fait également, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais une petite enveloppe financière qu'on peut octroyer sur chaque projet accompagné. Et souvent, les premiers accompagnants, avocats, experts comptables, etc., sont financés pendant une phase d'accompagnement sur cette enveloppe-là. Alors, on ne peut pas payer les assurances en lieu et place des entreprises accompagnées. C'est dommage. Il y aurait peut-être des comptables à l'exercice. En revanche, les sensibiliser à la nécessité d'investir. Bien sûr. Ça marche. Donc là, je dirais qu'on a joué la première mi-temps, qui était celle de limiter les risques. On a essayé même de les éviter. Un match, ça se joue sur 2 mi-temps. Donc là, maintenant, il faut gagner du temps. Donc on a évité le pire. Et pour gagner du temps, il y a des solutions qui existent. Et notamment, je
tous et merci d'être là avec nous pour partager ce retour d'expérience. Donc, je suis Nicolas Michel, cofondateur et CTO chez Axonote. On a commencé avec mon associé l'aventure entrepreneuriale en 2015. En fait, on s'est intéressé au sujet 2 ans avant ça. Et 2015, c'est là où on a créé vraiment l'entreprise. Et j'ai envie de dire, c'est là où les galères ont commencé. Dans la maladie, quand on démarre, on fait tout. On fait un peu de ce qu'on a envie de faire. Et puis on fait beaucoup de choses autour. On fait ce que j'appelle de la paperasse, qui est certes nécessaire, mais voilà, faire un devis ou faire une facture derrière, c'est pas forcément le métier, c'est pas forcément pour ça qu'on crée une entreprise. Donc au début, nous ce qu'on a fait, c'est, je pense un petit peu le cas de tout le monde. On a démarré avec Excel, on a fait nos factures sous Excel, on a fait des copier-coller des fichiers pour envoyer de nouvelles factures. De temps en temps, on a oublié de changer la date, on a oublié de changer le numéro, on a oublié que le collègue, je vois dans le public que ça parle à ça. On a oublié que le collègue lui aussi avait une facture et donc il avait copié ça dans un autre dossier. Bref, vous connaissez pour ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait un logiciel pour gagner du temps, économiser du temps dans la gestion de son entreprise au quotidien. Donc voilà. Pour moi, l'entrepreneur, il a vraiment un métier en plus d'être gestionnaire. Et j'ai même envie de dire qu'il a surtout un métier et il est un peu contraint d'être gestionnaire. C'est pas pour ça qu'il s'est lancé, c'est pas pour ça qu'il a créé sa boîte. Et notre mission finalement, c'est de rendre un maximum de temps sur les parties qui concernent vraiment la création de valeur. On a parfois des divergences avec les cabinets comptables, donc voilà. Faire un devis, faire une facture, c'est pas ça qui génère de la valeur, ça la matérialise peut-être, mais c'est pas pour ça qu'on est là. Et donc, ce qu'on propose, vraiment, ce qu'on dit aux personnes, c'est d'essayer d'automatiser au maximum cette partie-là. Vous n'êtes pas forcément obligé de prendre un outil, mais essayer vraiment d'automatiser, de passer le moins de temps possible dessus, et en tout cas de rassembler. Si vous devez rentrer le nom des coordonnées d'un client sur un outil pour faire votre prospection, et puis ressaisir ces mêmes informations quand le moment est venu de lui faire une facture, c'est du temps perdu, c'est de la force d'erreur. Donc, vraiment, si on peut éviter tout ça, c'est vraiment du temps gagné et c'est important. Voilà. Le plus difficile, bien sûr, c'est de changer les habitudes, parce qu'on se dit, en fait, je sais que c'est pas optimal, mais ça va me prendre 2-3 minutes en plus, alors que si je change de système, ça va me prendre un jour, 2 jours, 1 semaine, afin de basculer sur le nouveau système. Mais ce qu'on a constaté, c'est que chez beaucoup d'entrepreneurs, en fait, ils voient leur boîte, ils voient leur temps comme tel qu'elle était il y a 1 an. Et donc, il faut se poser cette question chaque jour. Ok, hier, c'était pas important. Hier, je pouvais les prendre, ces 3 minutes en plus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas? Est-ce qu'aujourd'hui, mon temps n'est pas mieux employé ailleurs? Et donc, finalement, voilà, pour moi, la conclusion, c'est ça. La conclusion, c'est chaque minute que vous passez, en gros, sur l'administratif, c'est une minute métier, c'est une minute de création de valeur en moins. Enfin, non, on sait la réalité. En fait, c'est une minute que vous allez passer le soir chez vous à le faire, parce que la journée, vous allez faire votre métier. Et donc, pour moi, c'est vraiment la question à se poser, c'est qu'est-ce que vaut votre temps? Ça n'a rien à voir avec le salaire que vous versez, mais vraiment, 7 minutes que vous avez passé dessus, qu'est-ce que vous pourriez en faire? Qu'est-ce que vous pourriez en faire pour votre boîte? Qu'est-ce que vous pourriez en faire pour vous, pour votre vie perso? Ça marche. Est-ce qu'un des autres speakers, c'est ce qu'il va faire de son temps grâce à des outils comme Axonote? Ou si vous souhaitez réagir. Sinon, moi j'ai une petite question, déjà toute chaude pour Nicolas. Non, on est complètement d'accord et ça rejoint ce que je disais également, c'est-à-dire que le plus important, c'est vraiment le temps que vous consacrez à vos clients. C'est vraiment la valeur au-delà de ce que vous allez pouvoir faire le soir aussi en rentrant chez vous, c'est la valeur ajoutée que vous allez pouvoir amener à vos clients qui va
faire qui vont être satisfaits de vos services ou de vos produits. Moi, je rajouterais juste un autre côté. Bon, vous ne voulez pas, hein. Mais je pense qu'en fait, il ne faut pas tout automatiser tout de suite. Et moi, je me rappelle un truc que j'ai appris dans une entreprise, dans une des boîtes dans laquelle j'ai bossé, chez Airbnb, qui paraissait assez fou, c'est those things that don't scale. C'est en gros, fait des choses qui ne vont pas scaler. Et du coup, pourquoi? C'est parce que justement, ça te permet de bien comprendre ce que ton client, ton marché, etc., avant d'aller automatiser. Donc, je pense que ce que j'apporterais comme angle de vue, c'est de dire tout ce qui concerne en gros le business, votre value proposition, votre business model, etc. Il ne faut pas aller trop vite à vouloir tout automatiser parce que surtout au début de l'entreprise, on ne sait pas ce qu'on fait, comment on gagne de l'argent, etc. Et ce que je vous dis, c'est vraiment vrai, quoi. C'est Airbnb, c'est pendant des années, ça va pas scaler, quoi. Et pour autant, les trucs sur lesquels il y a zéro valeur ajoutée pour le business, là clairement, mais oui, là je suis à fond pour automatiser. Et je crois que normalement il y a deux trucs, c'est si vous le faites deux fois, ben, c'est pas trop, et donc du coup il faut l'automatiser. Et pareil, on dit souvent quand on est entrepreneur, c'est un des conseils qu'on m'avait donné à un incubateur, c'est Mathieu, pense que ton temps horaire, en gros, c'est équivalent de, je ne sais plus, 10 000 euros, un truc complètement exorbitant, mais pour faire comprendre aux entrepreneurs, quand on a fait chaque minute qu'on a, on va le poster pour le business et justement éviter de passer du temps qui ne soit pas consacré réellement à développer le business. Moi, j'ai une petite question, parce que je présente, donc je peux me permettre de poser des questions, c'est qui élégante. C'est 40 000 utilisateurs, pas de fausse modestie, c'est un succès, sans tomber dans le triomphalisme, mais tu as en face de toi, aujourd'hui, en concurrence, des mastodontes américains. Comment tu perçois en fait les choses par rapport à ça? C'est-à-dire qu'on se dit, bah, tiens, on a un succès, mais en face de moi, j'ai des mecs qui ont des moyens souvent financiers bien supérieurs, je dirais, au marché européen. Comment tu le perçois et comment tu vois les choses? Alors, je vais d'abord donner la petite réponse bateau. Il faut faire de ces différences ses forces. Et une fois qu'on a dit ça, comment on fait concrètement? Quand on regarde en fait les produits des mastodontes, on voit souvent, enfin tous ceux qu'on tape sur notre marché, qu'ils ont pris leurs gros produits, les produits adaptés à des grands groupes, à des ETI, voire des grosses PME, et qu'ils ont essayé de les adapter à la cible plus petite. Et ça se ressent. Et ça se ressent dans l'utilisation du produit. Un des retours dont on est le plus fier, un des retours clients dont on est le plus fier, c'est quand ils nous disent ça se voit que ça a été pensé par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs. Et clairement, aujourd'hui, sur les marchés, sur les produits des mastodontes américains, c'est pas le ressenti. Super. Merci beaucoup. Donc, merci. On a commencé à travailler le gain de temps. Et je sens, Mathieu, t'es chaud, donc vas-y. C'est parti, c'est à ton tour. Donc, moi, je suis Mathieu. J'ai rejoint le MSA il y a 1 an et demi. Et comme tu disais bien, moi, j'ai eu plusieurs vies, on va dire, comme tout le monde. Moi, j'ai été salarié, et puis entrepreneur. Et puis maintenant, je suis redevenu salarié, et ce que j'appelle plutôt intrapreneur. Donc, je suis passé par des boîtes PC, et puis j'ai monté ma boîte. Et donc, du coup, j'ai été, et c'est de ça dont je vais vous parler, de l'expérience collaborateur, notamment ce que j'ai vécu dans ma société et au Casa. L'expérience collaborateur, je vous ai parlé d'Airbnb jusqu'à maintenant, on peut dire, bah ouais, c'est le campus, c'est les lieux, les bureaux, c'est le tapis, c'est les massages, c'est ça, etc. Oui, c'est ça, c'est une partie, mais c'est pas que ça. Et je pense que l'expérience collaborateur, quand on repense à ce que c'est globalement, c'est tout ce qui va permettre à un collaborateur de se sentir mieux. Et ça passe à la fois par des choses qui sont visibles qu'il va vivre, mais aussi à lui enlever les petits cailloux de sa chaussure très rapidement. C'est vrai qu'au début, dans une entreprise, c'est pas notre focus. On n'a pas, on est là plutôt le focus, c'est de lever des clients. Moi, c'est toujours ce que j'ai eu en tête, hein, c'est lever des clients. Se dire, ben, c'est ça, et puis à un moment où on est fait, très rapidement, ben, on se rend compte que c'est une perte de temps. Je prends l'exemple, ben, à partir du moment où on a 5-6 collaborateurs, ben, gérer des congés, les mettre sous Excel, le fichier partagé, l'envoyer à l'expert comptable, etc.
Ouais, mais c'est 5 minutes ou 10 minutes de trop. Et c'est, en tout cas, moi, ça a été un petit peu ça qui a été un déclic chez Locasa où je crois qu'on était 7 et on a mis en place, à l'époque, je ne le savais pas, la boîte dans laquelle j'avais bossé quelques années plus tard, donc Coressia. Pourquoi? Parce que je suis toulousain, je suis assez chauvin, et puis du coup, on m'avait parlé de la SIRH toulousain, et c'est comme ça que je l'avais déployé dans ma société. Et ça, clairement, au-delà de me faire gagner du temps, de faire plaisir à mes collaborateurs, parce que du coup, il n'y avait plus d'erreurs sur les bulletins de salaire, ce qui est quand même assez stressant, hein, les vacances, les congés payés, bah, c'est vrai que, d'une certaine manière, moi, je me suis acheté de la tranquillité, de l'efficacité, et au-delà de ça, mon collaborateur était heureux. Et donc, c'est dans ça que je veux dire que ça, c'est le début de l'expérience du collaborateur. C'est travailler tous les sujets, justement, qui ne sont pas juste les sujets de massage, etc. Et le SIRH, en tout cas la solution de la SIRH, je vais en parler un peu plus tard si vous le souhaitez, mais en effet, c'est vraiment comment on fait pour digitaliser. Dans un premier temps, c'est le premier besoin des entreprises, les process administratifs. Comment on fait pour justement aller les congés directement, que ce soit intégré dans un fichier, ce qu'on appelle les éléments variables de paye, et je pense que tous les entrepreneurs connaissent ça, et quand on envoie le 25 du mois à l'expert comptable, bon, c'est vrai que ça, c'est la première partie de la digitalisation des process RH. Quand c'est automatisé, ça fait quand même gagner beaucoup de temps, et c'est ce qui nous permet d'appréhender la croissance, je pense, différemment. Et puis après, quand la boîte grossit, parce que justement, elle est efficace, donc du coup, on arrive à faire du chiffre, etc., trouver le bon modèle, être focus sur la priorité d'entrepreneur qui est le business. Du coup, après, la boîte grossit et on est confronté à d'autres problématiques, la gestion des talents, la gestion des collaborateurs, comment là, j'en parlais avec Dorian, il y a plusieurs cycles dans une boîte. Au tout début, je pense que je suis atteint, moi, ce que j'ai en tête, c'est cool, on est tous dans la même pièce, on doit toute l'information, il n'y a pas de problème, tout le monde est au courant de tout en permanence, pour peu qu'on ait un stack, alors là, c'est bon, il n'y a plus de sujet. Et puis, là, on commence à mettre du media management. Et puis, nous, entrepreneurs, on est focus sur, on se dit, oui, tout le monde va s'en occuper, media manager. Et en fait, il faut accompagner ces personnes-là, et puis la boîte grossit, on avait 50, et là, on a beaucoup de middle managers, et là, c'est compliqué, et voilà. Et donc là, d'autres problématiques interviennent, et c'est là où on accompagne, en tout cas nous, le RSA, sur la gestion des compétences, des talents, ce qu'on appelle vraiment la gestion des talents, et qui est, je pense, la relation plus largement entre la relation du manager, c'est la clé de la performance d'entreprise. En effet, nous, notre position, c'est que le bien-être du collaborateur, c'est un facteur clé de succès de la performance de l'entreprise. Mais la clé de voûte de tout ça, c'est le manager. Et c'est lui qui fait le relais entre, on va dire, la direction générale et l'ensemble des collaborateurs. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faudra y penser au bon stade de développement de l'entreprise. Voilà. C'est très bien. Est-ce que vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Mathieu? Pareil, j'ai une petite question au jour, mais je vous laisse la primaire. Non, mais il y a deux choses. Alors déjà, une première chose, tous les participants sur le live store, vous pouvez commencer à poser vos questions. Certaines sont déjà posées. Alors, justement, les auditeurs sur live store ne le voient pas forcément, mais on est dans un cadre qui est vraiment extraordinaire, très joli. C'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. On ne voit pas grand-chose, mais moi je l'ai vu. Alors, le public est très, très, très mignon, très joli, mais en plus le cadre également. Et donc il y a des terrains de pétanque, un espace de jardinage, etc. Donc j'imagine bien entendu que c'est pour le bien-être. Est-ce que vous avez des moyens de mesurer en fait la performance par rapport au bien-être? Ou est-ce qu'il y a un lien de la corrélation? La corrélation, voilà. Ouais. Merci. Oui, alors nous, comment on le mesure? C'est donc on a un outil qui nous permet de mesurer la satisfaction des collaborateurs au quotidien. Ça, c'est la manière dont ça a été implémenté. Mais notre conviction, en fait, elle est plus large. Elle va être un petit peu affinée dans les mois à venir. C'est justement ce score du bien-être.
pour faire simple, ce qu'on peut appeler un ILPS, donc l'indicateur de recommandation, l'employee recommandation. Mais globalement, c'est potentiellement la clé d'entrée de chaque entreprise, déjà de se dire où est-ce que j'en suis sur mon bien-être. Et de l'autre côté, c'est aussi, à mon avis, quasiment des KPI uniques à regarder dans une entreprise. Alors je dis bien quasiment. Pourquoi? Parce que bien-être, c'est pas noir ou blanc, quoi. C'est bien-être et performance. Sans performance, il n'y a pas de bien-être. Pour revenir aux fondamentaux, alors en plus, nous, au RSA, on n'a pas de levée de fonds depuis 16 ans, on n'en lèvera pas, on est autofinancé, et du coup, même si on propose une expérience collaborateur autour d'un campus, autour de thèmes très bonnes, ben, tout cela, ce n'est possible que parce qu'il y a de la performance. Et du coup, les deux sont intimement liés. Si j'ai répondu à la question. C'est magnifique. J'en attendais pas loin. Est-ce que vous voulez rebondir ou c'est parfait, tout est dit? Le bien-être chez Olino, pour les salariés, on sait jamais. Plutôt sur l'aspect, si on revient sur le côté entrepreneur, tu parlais justement que tu voulais pas tu étais un peu contre tout ce qui était automatisation, tout ce qui était sur-automatisation. Où est-ce que tu fais le curseur sur tout l'aspect accompagnement des entrepreneurs sur les sujets RH entre le digital et le côté conseil que peut apporter un cabinet comme Notion? Alors, On est sur le côté accompagnement qu'il va avoir sur la gestion des salariés, côté conseil, et le côté automatisation. En fait, tu automatises des processus à partir du moment où tes processus sont bien structurés. Donc, d'une certaine manière, et c'est pour ça que je dis n'allez pas trop vite dans l'automatisation de votre business. Pourquoi? Parce qu'au début d'une société, le business il change beaucoup. Alors, après, je suis sûr qu'à l'heure où on travaille, il y a plein de sociétés qui n'ont pas changé de business, les business models qui sont restés à vie. Je pense que globalement, on itère beaucoup. Et du coup, il faut, je pense, automatiser cette partie-là, une fois que vraiment tes processus sont bien structurés. Maintenant, si je devais le reprendre, si je devais remonter une boîte demain, c'est vrai que la fonction RH que j'ai fait intervenir chez moi, je pense, à partir de 50 collaborateurs, qui était le seuil légal, hein, CSE, etc. Alors, on avait intégré des recruteurs, mais ce n'était pas vraiment une direction des ressources humaines. Ben, ça, je pense qu'on l'a fait beaucoup trop tard. Et du coup, je pense que quand ta boîte va grossir, etc., ben, plutôt tu t'occupes de l'excellence du collaborateur, de la structuration de ton entreprise et donc des processus, ben, mieux ta boîte scalera et grandira dans le futur. Donc, ma recommandation, si je peux en sortir une, c'est jeune entrepreneur qui montez votre boîte, ben, à partir du moment où vous pouvez vraiment investir sur la fonction RH, allez-y. Et même si réellement, ben, par rapport à un sales, on sait que ça ramène X, la fonction RH, c'est pas forcément du cash à la fin du mois, mais pour autant, il y a quand même quelque chose qui tue beaucoup les entreprises, etc. C'est des erreurs de casting, des erreurs de recrutement, et en fait, c'est des coûts qui sont astronomiques, qu'on ne voit pas, mais quand on les met en bouteille, ben, ça change beaucoup de choses. Voilà, donc intégrer la fonction RH le plus rapidement possible pour structurer des vrais processus RH, et puis forcément, quand ça aura une utilité, parce qu'à 3-4 personnes, il n'y a pas besoin, à 10 personnes un peu moins, ben, du coup, après, scaler et donc automatiser ça. On a une question de Livestand, justement, d'un auditeur qui demande quel est, à votre avis, à quel moment il faut automatiser? C'est vraiment quelle est l'étape en termes de temps ou de. Alors, je dirais que c'est lié à l'activité, mais est-ce que vous avez des exemples en retour d'expérience? C'est la question. Après, effectivement, ça dépend vraiment de la chose. Si c'est sur le métier, il faut pas le faire. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de monter en compétences. Nous, aujourd'hui, on fait ce service. Au début, on appelait absolument tous les prospects, tous les clients. C'est plus aujourd'hui, mais au début, il faut vraiment, sur cette partie métier, monter en compétences. Et ça, du coup, il ne faut pas se couper du contact client en automatisant. Après,
effectivement, sur les parties, encore une fois, sans valeur ajoutée, purement produire un document. Là-dessus, ça ne sert à rien de perdre du temps. Dès que, pour moi, dès que ça prend plus de 3 heures par mois, il faut se poser la question et se dire, ok, ça, maintenant, je vais côté, je me préinvestis ces 3 heures sur autre chose. D'accord. Et j'ai une autre question également du Livestorm qui sort un peu de tout ce qu'on a dit. C'est François qui nous demande que 70% des entreprises, en tout cas son affirmation, 70% des entreprises qui ferment une boutique, c'est à cause des impayés. Vous, comment vous gérez ce risque qui est forcément très fort? Comment vous l'avez géré en fait dans la vie de tous les jours? Alors, moi, je peux commencer en disant que nous, on a vraiment la chance avec notre business model de ne pas avoir de possibilité d'appeler. D'accord. Que soit la personne paye l'abonnement et ce client ne paye pas, et ce moment-là, c'est plus un client. On n'a pas d'appeler, donc on a davantage de chance. Et ouais, ça là-dessus, j'avoue que c'est super confortable. Et deuxième chose, c'est que justement, avec les bons outils, on peut accélérer le processus de se faire payer. On peut intégrer, quand on fait une facture, directement des liens de paiement. On peut intégrer sur le devis des signatures électroniques, on peut intégrer sur la facture des moyens de paiement en ligne, par carte bleue, par prélèvement. Fluidifier vraiment à fond tout ça et pour utiliser par 2, par 3 le temps d'encaissement d'une facture client. Donc là aussi, il y a des outils et même des outils qui intègrent le tout. Vous n'allez même pas vous poser la question pour diminuer ces risques. Là, je vois, c'est François d'Exfer, donc je pense qu'il est un peu orienté, c'est une boîte de scoring contre la pays. Monsieur Laude, si tu veux. Ça dépend de ton activité, mais je reprends pour chez Euresian, on a la chance de faire le plus possible de prélèvements et donc de limiter le nombre d'impayés. C'est en fait le prélèvement versus ce virement. Si vous montez une boîte SaaS, ça favoriser le prélèvement. Voilà, ça vous aidera grandement. Sur le B2C, là, c'est filmé sur ma casquette et l'Ocasa. Nous, on vendait des travaux. On a commencé par les petits travaux, et ça a été. Nous, on demandait le paiement upfront à la réservation. Donc, si tu ne payais pas, tu ne pouvais pas réserver. Donc là, on avait tué un petit peu le suivi du recouvrement. Et puis, petit à petit, on a fait des gros travaux où là, évidemment, tu ne payes pas une rénovation d'un appartement comme ça. Pour autant, là, on avait travaillé sur tous les systèmes de prélèvement automatique avec un calendrier d'échéance clair et qui faisait que globalement, on gardait ce qu'on appelle un mois de garantie, typiquement, voilà, de 5% à la fin. Et donc, on limitait très fortement le risque d'impayés. Ça marche. Alors, il nous reste 10 minutes sur le temps imparti sur le Livestorm. Ce que je propose, parce qu'ils ont fait l'effort de venir jusqu'à nous, même si on leur offre un super cadre, c'est de proposer au public, s'il le souhaite, de poser une question à un des intervenants. Donc, je vais prendre le micro et je vais aller me balader. On fait les timides. Et oui, on passe de public à intervenant, sinon c'est pas grave, hein, c'est pas. Comment? Ah, merci. Bonjour messieurs, merci pour cette présentation. Moi je suis entrepreneur depuis quelques années maintenant et je me rappelle très bien mes premières erreurs. Donc je vais vous poser à tous, est-ce que vous pouvoir me dire quelle est votre première erreur et ce qu'elle a pu vous coûter sans aller forcément dans le détail. Il y a le micro qui est là. Franchement, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fait tellement des erreurs. La première erreur, c'est, ou en tout cas celle qui m'a. Ici, j'en ai eu. J'ai monté. On parlait tout à l'heure. Quand vous allez voir une structure d'un incubateur, d'accélérateur, peut-être qu'ils vont vous dire non. Parce que ce n'est pas leur thème, parce que ce n'est pas leur manière de fonctionner. Quand vous allez voir des fonds d'investissement, c'est pareil. Il y en a qui sont spécialisés sur la tech, d'autres sur autre chose, etc. Nous, et l'Ocasa, donc du coup, je vais parler de l'Ocasa,
On avait fait une erreur, je pense, qui était de s'adosser à un corporate trop rapidement. Voilà, donc pourquoi on avait fait cette erreur? Parce que pour plusieurs raisons, on avait fait un premier tour de financement avec une valo bien trop importante et du coup non justifiée, on va se le dire. Mais voilà, c'était des business angels qui étaient rentrés, qui avaient accepté nos conditions. On était jeunes, on était un peu idiots, on pensait juste à la valo. Et du coup, on a fait une valo trop importante et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les fonds ne voulaient pas rentrer, c'était trop cher par rapport à notre stade de développement, et je comprends. Du coup, on est allé voir un corporate qui, eux, il n'y a pas de problème, ce n'est pas le sujet. Mais je pense que dans notre écoute historique, dans notre manière de continuer, le fait d'avoir fait rentrer un corporate, je crois que c'était 1 an et demi après notre création, c'était trop tôt. Voilà. Et du coup, si je pouvais, je ne sais pas si c'est corporate, mais c'est voilà. Si vous êtes entrepreneur, gardez le plus possible votre indépendance le plus longtemps possible et au lieu de lever, quand on parle beaucoup de lever, moi, je redis ce que j'aime bien, c'est lever les clients avant de lever l'argent. Après, c'est ton temps de prendre l'argent. On comprend l'erreur. De notre côté, effectivement, avant Axonote, avant de trouver, on va dire, notre voie, on avait d'autres projets et peut-être que notre première erreur, ça a été de se détourner en fait du projet. On avait un projet qui marchait pas mal, qui montrait vraiment des signes de succès et dans lesquels on aurait pu, je pense, avancer. Et puis en discutant avec des personnes, elles nous ont dit oui, c'est pas mal, mais la taille du marché, le marché est un peu petit. Il y a un marché qui est juste à côté, qui est 10 fois plus gros. Et on s'est dit, ah, mais oui, vous avez raison. On a basculé sur celui-là. On s'est complètement cassé la figure parce qu'on n'avait finalement aucune preuve. On n'avait pas du tout fait de preuve sur ce marché-là. Et voilà, on était attiré par choses brillantes un peu loin. Et on s'est détourné de quelque chose qui donnait de bons signes et qui, du coup, en a pâti. Et c'est aussi cassé la figure, donc à la fin, on n'avait juste plus rien. Il faut rester concentré. De mon côté, je dirais l'erreur qu'on a fait assez rapidement, la première qu'on a faite, c'est qu'on a très rapidement voulu recruter des stagiaires. On s'est dit, on va aller vachement plus vite avec des stagiaires, on va aller super vite, et donc plus on est nombreux, mieux ce sera. Et ça n'a pas été forcément le cas parce que rien n'était structuré. Comme le disait Mathieu, il faut absolument qu'il y ait quand même un minimum de choses qui soient structurées avant d'intégrer des personnes dans son organisation, pour pouvoir les manager, pour pouvoir les intégrer, pour pouvoir les faire en sorte qu'ils apportent véritablement tout ce qu'ils peuvent apporter. Et au final, on allait beaucoup trop vite là-dessus. Et ça a été une erreur parce que même nous, au final, on les a mis sur des sujets sur lesquels même nous, on ne s'était pas penché dessus. Et donc forcément, ça n'allait pas forcément donner quelque chose de très sympathique. Et donc au final, on a perdu plus de temps à intégrer les stagiaires et à les mettre dedans, à se mettre d'accord sur ce qu'on voulait faire, plutôt que sinon, on avait fait une. Super. Alors, le temps nous est compté, donc tu auras quasiment le mot de la fin là-dessus. On a commencé avec toi, et ce serait pas mal de Question. Alors, si je prends l'erreur la plus fréquente, c'est pas tout à fait une erreur, la problématique la plus fréquente pour les projets qu'on accompagne, je vous ai dit tout à l'heure, ils sont très majoritairement tech. Donc, on a des équipes de fondateurs qui ont des savoir-faire technologiques très très importants et qui sont très amoureux de leur technologie. C'est leur moteur et c'est normal. C'est la source de leur décision de création d'entreprise. L'erreur risquée dans laquelle ça amène, et ce qu'on est là dans notre communauté, c'est que parfois, du coup, on peut vouloir absolument amener une super technologie sur un marché, alors que l'attente du problème du marché à résoudre, il demande un peu moins de technologie, un peu moins compliqué, et un tout petit pas de côté. Ça ne remet pas en cause le savoir-faire d'origine et le moteur d'origine. Par contre, il faut pouvoir être suffisamment ouvert pour entendre et comprendre ça à condition de bon. Donc voilà, notre rôle principal, c'est peut-être d'essayer, parce que c'est évidemment beaucoup plus facile quand on est extérieur, de voir ça à leur place
pour leur dire le bon sujet au bon moment. Ça ne marche pas à tous les coups, parce que c'est normal et c'est la vie. Parfois, pour apprendre à écouter, il faut tomber dans le panneau pour mieux s'en relever, pour comprendre derrière ce que ça veut dire. Mais voilà, c'est l'histoire de l'année entrepreneuriale. Et c'est pour ça que c'est une belle aventure et que même si on l'a vu en tant qu'accompagnant, on l'a vu aussi pleinement aux côtés des projets. Et c'est pour ça que c'est bien d'être accompagné. C'est une bonne conclusion. Donc, merci à tous pour cette table ronde, pour cette première édition dédiée aux entrepreneurs, dirigeants d'Occitanie. Mais on a bien compris que ça s'adresse quand même à beaucoup plus de monde. Donc, je vous remercie une dernière fois. Et puis, je propose à tous ceux qui sont venus de passer à la partie networking et apéritif et les petits fours. Et ça, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Allez, je vous remercie et à très bientôt. Merci.